Salut sportifs à toutes, à tous, bienvenue sur la 91.9, c'est l'heure où le football européen prend le pouvoir sur nos ondes. Point général sur la Ligue des Nations qui a livré ses qualifiés pour les quarts de finale qui s'annoncent explosifs. Le tirage au sort justement de cette étape, ce sera ce vendredi à la Maison du Football à Nyon en Suisse. Ça parle des majeurs avec bien sûr après la fin de la trêve internationale, la reprise avec des duels alléchants. L'on déroule le calendrier du week-end. Limogeage, jeu de chaises musicales, la sphère des managers vit en tout cas des bouleversements ça et là. Ils sont recrutés en cours de saison et après aussi limogés avec ou sans raison. Que comprendre justement de ces phénomènes? Réponse dans le débat des spécialistes. PFE 8, 9, 8. Voilà, si vous comprenez. 898, voilà, vous accueille pour justement parler du foot européen et de toute l'actualité. Bienvenue à toutes et à tous. Nous parlons justement de ce qu'il nous concerne en matière de foot européen. Elom Nayo, encore une fois, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Salut Angelo, salut Léla, salut à tous ceux qui nous reçoivent actuellement. Vous vous portez bien aujourd'hui? Ah oui, on gère. Vous gérez, vous êtes un gestionnaire. Très bien, excellent. Avec Louis Vuitton sur la tête. Ah oui, il a changé justement. Ça, je ne dis On l'avait dit la dernière fois qu'il arriverait avec voilà, un autre spécimen. Et voilà, et l'homme va devoir prendre le temps de bien zoomer là-dessus. Delano Batikoun, bonjour et buongiorno et benvenuto. Buongiorno Angelo, bonjour à Elom avec son chapeau. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour également à tous les auditeurs. Comment vous vous sentez ce matin? Je me porte bien. Voilà. Il y a la santé, il y a le sauve de vie. On est comme des soldats, à la guerre comme à la guerre. Il y a le soleil et la chaleur également, le sourire sur les lèvres. Merci messieurs d'être présents. Oui, on va commencer pour parler justement de la Ligue des Nations, messieurs. Boucler bien sûr la compétition de phase de poule en attendant les quarts de finale à partir de mars 2025. Évoquons d'abord le groupe 1 avec ce nul entre la Croatie et le Portugal à l'arrivée, un but partout. C'est vrai que du côté du Portugal, on a tellement de joueurs, on a laissé les meilleurs sur le banc. João Félix est rentré et s'est permis même d'être titulaire et de marquer un but. De l'autre côté, c'est Vardiol, le défenseur de Manchester City qui s'impose. On peut dire que oui, la Croatie, la bonne nouvelle, c'est que la Croatie également est en quart de finale, après ce nul face au Portugal qui était déjà qualifié. Oui, après ce nul face au Portugal, la Croatie est en quart de finale. Je pense qu'à l'arrivée, l'essentiel, c'est ça. Vous appréciez qu'elle soit là-bas? Oui, on apprécie de voir la Croatie aujourd'hui en quart de finale malgré le dur que traverse cette sélection aujourd'hui depuis l'Euro, tout ce qu'on peut savoir. Et donc, voilà, on l'avait dit déjà que c'est la relève qu'il faut un peu du côté de la Croatie. La relève n'a pas été du tout préparée, on peut dire ainsi, parce que là, ce sont toujours les seniors, les seniors avec grand S qui sont toujours là et qui font l'affaire. Et donc, Luka Modric, Perisic, bon, il y a également Kramaric. Bon, Vardiol est l'un des jeunes. Oui, l'un des jeunes aujourd'hui. Et donc, voilà, contrairement, je pense que c'est plutôt du côté des joueurs portugais qu'on peut poser également encore la question. On le disait souvent que, bon, souvent ces attaquants qui sont choisis, par exemple, pour remplacer les titulaires, n'arrivent forcément pas à les remplacer valablement, ou ne serait-ce que à les perturber un peu en termes de prestations. L'autre fois encore, on a vu que forcément dans l'attaque, ça n'a vraiment pas été ça avec les remplaçants. Et donc, c'est là où ça pose toujours l'éternelle question s'il faut toujours retourner avec les anciens ou il faut les laisser. Et l'interrogation reste toujours. On rappelle que du côté portugais, on avait par exemple Rafael Leão sur le 11 de départ, tout comme João Félix, João Cancelo, que dire de Semedo, Otavio et puis João Neves. Oui, ce sont des joueurs de qualité après tout. Oui, ce sont des joueurs de qualité. Après tout, comme vous l'avez dit, ces joueurs-là peuvent prétendre quelque part à la place de titulaire. Ah oui. Quand vous avez un joueur comme João Félix, qui n'est pas forcément titulaire, ce n'est pas aussi volé. Hein, ce n'est pas aussi volé parce qu'en équipe nationale, c'est un joueur qui alterne, que ce soit en équipe nationale ou en club, c'est un joueur, c'est vrai, il a le talent, mais il alterne toujours entre le bon et le moins bon. Là, on avait mis tellement d'espoir sur lui à l'époque, hein, il y a
a 2-3 saisons. Oui, il y a même un peu en arrière, Oui. il y a 5 ans, avant qu'il ne signe du côté de l'Atlético Madrid. Il était au Portugal. Oui, toujours au Portugal, bien du sûr. côté de Benfica. C'est un joueur qui a de la qualité. Il ne l'a pas Recruté perdu. à plus de 100 millions d'euros. Il ne l'a pas perdu d'ailleurs, mais c'est parce qu'il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Le talent seul ne suffit pas. Il faut travailler. Cristiano Ronaldo en est le parfait exemple. Oui, le parfait exemple. Et pour ces joueurs-là, et même Joao Cancelo, partout, il est passé à la Juventus de Turin, le Barça, Bayern de Munich et City. Aujourd'hui, c'est un joueur qui évolue du côté de l'Arabie Saoudite. Mais le Portugal regorge toujours de très bons joueurs. Absolument. Et si peut-être les 11 titulaires ne peuvent pas faire l'affaire, il y a aussi des joueurs sur le banc qui peuvent sortir et puis changer le cours des rencontres. La dernière fois, on l'a vu, complètement un 11 remanié. Totalement, mais ils ont su bien faire les choses, c'est-à-dire au moins avoir un point parce que le Portugal était déjà qualifié. Oui. Il faut juste surfer sur les bonnes prestations de l'équipe nationale. Et ce qui est sûr, certains même ont déjà rejoint leur escouade en attendant les matchs de championnat dont on va parler dans la deuxième partie de cette émission. On rappelle que dans cette poule, dans ce groupe A, dans ce groupe 1, de la Ligue A, voilà, le Portugal est devant avec 14 points, déjà qualifié, suivi de la Croatie, 8 unités, également qualifié, et puis l'Écosse, 7 points, la Pologne, 4 points. C'est terminé justement pour ces sélections. Dans le groupe 4, on s'intéresse à la sélection espagnole qui a pris le dessus sur celle suisse à l'arrivée, 3-2. Oui, des joueurs comme Pino, comme Gil, comme Zaragoza qui marquent pour l'Espagne. Là aussi, on parle de vivier intéressant. On parle toujours de vivier intéressant quand on parle du football espagnol. Je le disais la dernière fois. Ils ne font pas de bruit, qu'ils ont beaucoup de viviers. Est-ce que c'est pas aussi leur force, là, être la discrétion? La discrétion, surtout leur sélectionneur. Oui, Luis de la Fuente. Jamais fait du bibbling devant les médias, tout ça. Avec son crâne d'œuf, voilà. De là, vous allez continuer. Je le disais la dernière fois, l'Espagne, c'est cette formation où quand elle veut dominer sur l'Europe, elle domine de la plus belle des manières. On l'a vu. Et sur la durée. Et sur la durée surtout. On a vu la dernière fois face à la Suisse. La Suisse a tout fait au moins de repartir avec le point du nul, mais malheureusement... Non, ils ont fait 3-2. Oui, l'Espagne a fini 3-2. Oui, dans cette rencontre, il y avait l'Espagne qui menait 1-0 et on a vu la Suisse qui est revenue, 2-1, la Suisse est encore revenue et après, Zaragoza est passé par là. En fait, c'était un penalty, certes, mais il faut quand même le marquer. L'Espagne domine très bien toutes ces rencontres et elle arrive aussi à gagner. C'est toujours bien pour cette formation après l'Euro. On attend forcément cette équipe-là être sur la lignée et on le voit très bien et on attend de voir surtout en 2025 avec les Final 8 pour voir si... Sans oublier la Coupe du Monde également. Oui, la Coupe du Monde un an plus tard. On verra si l'Espagne ne va pas dominer les compétitions européennes comme ils l'ont fait entre-temps en gagnant l'Euro, Coupe du Monde et puis l'Euro. Cette fois-ci, est-ce que ce sera Euro, Ligue des Nations et puis Coupe du Monde? On attend de voir. Et l'homme Nayo, et également quand on regarde un peu plus en profondeur cette sélection espagnole, il y a tellement de jeunes joueurs. On a par exemple Mingueza, entre guillemets, Kubarsi, on a Casado, on a Pedri. On a tellement de jeunes joueurs. C'est aussi ça l'avantage de cette sélection, c'est-à-dire des joueurs qui ont une grande marge de progression. Je pense que c'est surtout ça l'avantage. Quand on parle de la domination sur la durée, quand vous regardez un peu la moyenne d'âge de cette sélection, vous dites que c'est faisable. Vous avez des jeunes qui vont progresser, Yamal, Williams, Fabien Ruiz, avec tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Bon, même si vous avez quelques trentenaires, Morata et Cavara qui vont bientôt partir, vous avez toujours ce vivier qui est très jeune, qui peut propulser cette sélection très loin. Et je pense que c'est surtout l'une de leurs grandes forces aujourd'hui qui va pouvoir les aider. Et ce qui est intéressant dans leur match, ils maîtrisent les rencontres en fait. Ils décident de gérer. Ils ne jouent pas au rythme de l'adversaire, mais eux, c'est eux qui donnent le rythme, la maîtrise. Je me souviens de ce match face à la France à l'Euro, où quand ils ont décidé de malmener, ils ont malmené. Quand ils gagnaient 2-1, ils ont décidé de temporiser, de gérer. Ils l'ont fait et ça, on l'a vu dans plusieurs rencontres avec cette sélection espagnole, avec des jeunes qui
très vite. On le dit souvent, on ne continue pas à le dire. C'est parce que quelque part, ils ont aussi travaillé avec déjà ce sélectionneur. Avec les U17, les U19, ils ont gagné des championnats d'Europe et tout ça. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, c'est très facile pour eux de s'intégrer. Et c'est un exemple à suivre aujourd'hui dans beaucoup de nations, l'Espagne. Messieurs, on va s'intéresser au Danemark, dont on ne parle pas assez. Mais on a quand même des joueurs intéressants. Hein. Bon, Christian Eriksen, on ne le présente plus. On a Youssouf Poulsen, on a Dolberg. Cette équipe-là aussi qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. Hein. Oui, mais c'est quand on voit également ce que fait le Danemark depuis un certain moment, surtout sur le continent, quand il s'agit de l'Euro. Bon, à la Coupe du Monde, ils ont un peu de difficultés. Oui. Mais l'Euro et tout ça, dans le championnat européen, on voit qu'ils sont bien présents. Et la Ligue des Nations, c'est un peu la suite du championnat d'Europe. Et donc, on voit que... Et même s'ils n'ont pas été royaux, ils ont fait le minimum dans cette compétition aujourd'hui. Ils sont en quart de finale, surtout avec les joueurs que vous venez de citer. Mais je crains que le Danemark aussi n'ait le problème de la Croatie. Parce que, en matière de renouvellement d'effectifs. De renouvellement d'effectifs, parce que ces mêmes joueurs qu'on cite, c'est depuis, hein, c'est les noms qu'on attend depuis un certain moment. Eriksen, tout ça. Oui. Eriksen, entre-temps, même il a failli arrêter, mais heureusement qu'il est toujours sur le gardien, Kasper Schmeichel. Kasper Schmeichel également qui est toujours là. Et donc, voilà, je pense que c'est bien ce qu'ils font, mais il va falloir penser au renouvellement d'effectifs également de ce côté. Un mot sur l'effectif danois, Delan. Non, mais est-ce que le Danemark ne régresse pas? Parce que cette équipe a été attendue, je me rappelle, lors de l'Euro 2021 d'abord et après la Coupe du Monde. Ils ont fini demi-finalistes. Oui, mais malheureusement, on ne voit pas une suite dans ce qui se fait. C'est vrai que vous avez cité des joueurs comme Christian Eriksen qui, comme Elam l'a dit, a failli arrêter entre-temps. Vous avez des joueurs comme Christensen qui est du côté du Barça actuellement qui est blessé. On a quand même une bonne formation. Maintenant, les Damsgaard également, c'est pas mauvais. Youssouf Poulsen également. Est-ce qu'il est toujours du côté du Leipzig? Oui, il est toujours là. Bon, même s'il est plus titulaire. Il n'est pas constant. Voilà, mais ce sont quand même des joueurs qui ont de la valeur. Ce sont des joueurs qui se sont montrés pas mal de fois. Des joueurs de qualité. Des joueurs de qualité surtout. Et entre-temps, il y avait un bon groupe aussi. Il y avait un très bon groupe qui développait un très bon jeu. Mais malheureusement, c'est vrai, au moins, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. On attend de voir. On peut redouter cette sélection. Oui, attention, ne pas la sous-estimer. Justement, surtout que vous avez une épine dorsale qui est assez expérimentée. Dans les poteaux, vous avez un Kasper Schmeichel. C'est un expérimenté. Au milieu de terrain, vous avez un joueur qui est le dépositeur de jeu comme Christian Eriksen. Oui. Même s'il n'a plus ses jambes de 24, 25 ans. Vous avez parlé de Damsgaard également. Damsgaard également. Très bon joueur. Poulsen, il est devant. Oui. On peut compter sur Højlund, votre ami. Ouais. Rasmus Højlund également qui le Red Devils. On peut compter sur ces joueurs-là. Oui. Maintenant, est-ce que le Final 8, on aura l'Allemagne, on aura l'Espagne, on va en parler tout à l'heure. On aura le Portugal, voilà. On rappelle que dans cette poule, 4, l'Espagne a dominé la Suisse 3-2 et voilà, on rappelle que l'Espagne finit première avec 16 points, 8 points pour le Danemark, la Serbie en a 6, la Suisse créditée de 2 points seulement. On s'intéresse à une autre poule, celle des Pays-Bas et puis de l'Allemagne. À l'arrivée, les deux nations se sont mis d'accord à faire un but partout chacun de son côté. La Bosnie qui arrache le nul face aux Pays-Bas, la Bosnie qui était à la maison, la Bosnie amenée par un certain Edin Dzeko et puis un autre Demirovic. Ils ont fait 1-1 face aux Pays-Bas. Et puis l'Allemagne également qui se permet un match nul face à la Hongrie grâce à un but de Szoboszlai qui a marqué dans le temps additionnel. On pourra dire que ces deux résultats-là, bon, les deux équipes, les deux sélections étaient déjà qualifiées. L'Allemagne et les Pays-Bas. Donc voilà quoi. L'Allemagne, après avoir passé 7... à la Hongrie. Bon, moi, je crois que... à la Bosnie plutôt. À la Bosnie. Les 7-0, c'était face à la Bosnie. Exactement. Et après avoir marqué beaucoup de buts, souvent on a cette décomptation-là. On lève le pied. Peut-être. Mais face à la Hongrie, je crois que oui, cette équipe hongroise aussi, entre-temps, c'était une équipe qui dérangeait énormément. Les gros, on l'a vu lors de l'Euro 2016, par exemple, avec leur gardien Peter Gulácsi. Oui, il est toujours là du côté du RB Leipzig. Oui. Je pense aussi, avec son
crâne aussi. Donc, sur cette rencontre, au moins, la Hongrie, certes, elle savait qu'elle était éliminée, mais il fallait sortir au moins avec la tête haute, avec un point. À la maison, pour les supporters. Surtout à la maison, Dominique Szoboszlai, c'est quelqu'un qui connaît très bien les joueurs allemands. Ah oui. Oui, il a fait Leipzig aussi, non? Oui, il a fait Leipzig. Oui, il a fait Leipzig avant de partir du côté de Liverpool. Exactement. Donc, dans cette rencontre, il n'y avait pas grand enjeu. Le plus important, c'était de partir sans être blessé. Oui. je crois que les Pays-Bas et puis l'Allemagne, ils ont très bien fait en sortant avec le point du nul. Point du nul, mais en même temps, revue d'effectifs pour Julian Nagelsmann, par exemple, du côté de l'Allemagne. Oui. Et puis, du côté des Pays-Bas, on a mis au repos les cadres, notamment Frenkie de Jong. Et tout ça, je pense que c'est ce que fait Nagelsmann depuis un certain moment. Se donner de temps de jeu à beaucoup plus de joueurs, histoire également de créer de la concurrence. Et on voit qu'aujourd'hui, ça fait du bien. Quand Sané était parti faire un petit tour sur le banc, quand il est revenu, on a vu comment il a performé. Bon, mais donc ça veut dire que ça fait également du bien, cet effectif, surtout les jeunes auxquels il donne de temps de jeu. On avait dit Klanjas qui a confirmé, qui a redonné la confiance que le sélectionneur lui a rendu. Donc je pense que c'est intéressant ces revues d'effectifs aujourd'hui du côté de l'Allemagne. En tout cas, ça augure de très belles choses. On l'a dit, la concurrence, tout ça. Vous sentez une nation qui revient au premier plan? Il va falloir confirmer contre certains gros, parce que oui, il n'y a pas eu des matchs choc oui, comme vous avez vu. Voilà, le match face à la Hollande peut-être aurait dû être un match choc, mais on voit que déjà l'enjeu au moment où le timing de la rencontre ne permettait pas cela. Ils ont collé 7 à la Bosnie, mais bon, après tout c'est la Bosnie. On se souvient également à l'Euro, ils avaient collé 7 à l'Écosse en ouverture, et derrière on a vu que ça n'a vraiment pas pris. Donc ils ont besoin quand même. Justement, ils ont besoin quand même de confirmer face à de grosses sélections. Peut-être l'Espagne, pourquoi le Portugal, le Portugal, l'Italie, voilà. Bon, on va faire honneur également à la France. Et pourquoi pas? Il faut remonter en 2014 pour voir cette équipe allemande infliger un 7 buts à une grosse nation. Là, vous remuez le couteau dans la plaie. Ah oui, on se rappelle justement de ce gros match. Il n'a pas donné de nom, donc bon, on va laisser les auditeurs aller chercher eux-mêmes. Messieurs, mais justement, dans cette poule-là, l'Allemagne finit première avec 14 unités qualifiées pour les quarts, tout comme les Pays-Bas de Frenkie de Jong avec 9 points. La Hongrie termine troisième avec 6 points, 2 unités pour la Bosnie-Herzégovine d'Edin Dzeko, relégué en Ligue B. On va parler, messieurs, de ces vainqueurs-là de poule. D'abord, les vainqueurs de groupe qui sont tous mis dans le pot 1, naturellement. On a la France, l'Allemagne, le Portugal et puis l'Espagne. La France, les médias français en parlent, qu'ils ont raté de jouer contre les gros. Vous pensez également la même chose, que la France s'en sort bien en terminant première devant l'Italie? Non, mais dans toutes les compétitions, c'est toujours mieux de terminer premier. Pour éviter... Pas toujours, Non, mais pour... Tottenham, entre-temps, avec premier en Ligue des Champions. Ça, c'est devant le Real, ils n'ont jamais voulu encore finir premier. Tottenham, par rapport au Real Madrid, ce n'est pas la même posture. Mais quand vous vous appelez Real Madrid, quand vous vous appelez Barça, Bayern Munich, vous avez toujours envie de terminer premier pour avoir un tirage un peu clément, comme on le dit souvent, mais... Dans ces compétitions, nous savons que si vous voulez aller gagner, il faut toujours rencontrer les meilleurs. Ils seront toujours sur votre route, de toute façon. Oui, ils seront toujours sur votre route. C'est vrai que la France a terminé première de sa poule. Oui. Cela pourrait quand même lui éviter un tirage comme face à l'Espagne. Au Portugal, si vous appelez une équipe de France et que vous avez traversé une année 2024 aussi compliquée, vous n'avez pas envie de rencontrer l'Espagne en coup de route. Mais si vous êtes fort, il faut prier pour. Oui, mais... Sauf qu'ils ne sont pas forts actuellement. L'équipe de France n'est pas aussi... surtout mentalement, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe autour de cette sélection-là. On n'a pas envie de rencontrer l'équipe d'Espagne en coup de route comme ça, ni le Portugal. Mais c'est toujours bien, comme je le dis, de terminer premier ou première de sa poule afin d'éviter certains cas d'or. Et d'abord
pour pouvoir recevoir à domicile. Absolument. Pour pouvoir recevoir à domicile, oui. avoir son public. C'est toujours important de jouer devant son public et avoir le public avec soi que d'aller disputer peut-être sa qualification un peu quelque part sur la terre et surtout avec un public parfois un peu hostile. Oui, pourquoi pas. Même si parfois il y a certains qui vous disent l'hostilité fait grandir. Mais ce n'est pas évident. C'est pas forcément. C'est à Marseille. N'est-ce pas? Les deuxièmes de poule, on a la Croatie, le Danemark, l'Italie et les Pays-Bas. Là aussi, on pourra dire une bonne brochette de sélection. Oui, une bonne brochette de sélection, mais sauf que, oui, quand les Français se contentent d'échapper au gros, sauf que là-bas, dans le chapeau 2 également, on a quand même des noms. Oui, certes, le Danemark, la Croatie, c'est pas les sélections qu'on a connues, mais ça reste quand même également des adversaires qui seront durs à croquer, dont on doit se méfier. Oui. Donc, attention à la France, il ne faut pas se réjouir d'avance, parce que là, les noms qui sont là-bas, les Pays-Bas, par exemple, c'est pas une pipe en tout cas. Donc, il va falloir se concentrer. C'est également de bonnes sélections dans ce pot. Mais bon, ils sont à leur place. Quand on voit également les sélections qui sont dans le pot A, mais eux, ils sont justement à leur place là-bas. Et oui, et puis on rappelle que l'Italie, par exemple, ne pourra pas croiser la France, parce que les deux étaient dans la même poule. Et donc, on attend de voir. Maintenant, si vous prenez ce pot, vous avez le Danemark, vous avez les Pays-Bas, la Croatie. Mais quand on parle de compétitions internationales, Pays-Bas-France, on sait combien de fois, par exemple, les Pays-Bas n'arrivent pas à éliminer la France. Vous voyez. Donc on a une France qui ne peut même pas battre Israël. On aura le temps. Les Pays-Bas, c'est pas la Belgique. On aura le temps, justement, puisque les matchs ont lieu en mars. Peut-être d'ici là, qui sait, beaucoup de choses vont changer. Mbappé va revenir en famille. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui est sûr, on aura, par exemple, Allemagne-Italie ou Portugal-Italie, Espagne-Italie, si vous voulez. Une très belle affiche. Très belle affiche. Pas d'Allemagne-Pays-Bas. Allemagne-Italie. Pourquoi pas Allemagne-Danemark également. En tout cas, on aura toutes les potentialités de tirage. On rappelle que c'est ce vendredi. On aura le temps de revenir justement lundi sur les affiches qui seront retenues pour ces quarts de finale de la Ligue des Nations. Messieurs, on a terminé justement avec ce premier volet. On va remonter le générique de l'émission. Et derrière, on s'intéresse à l'actualité des majeurs. Première Ligue Express News. Nous nous intéressons justement à la Première Ligue, à le 12e chapitre cette fin de semaine, avec beaucoup de matchs samedi, notamment Manchester City face à Tottenham. D'abord, parlons de cette actualité, messieurs, la prolongation de Pep Guardiola à la tête de City. Comment vous accueillez la nouvelle ? Moi, je me dis que on n'en avait vraiment pas besoin, parce que là, ça fait déjà un bon moment qu'il est là-bas. Ils ont gagné la Ligue des Champions qu'ils cherchaient depuis un certain moment. Et donc, moi, je me disais que c'est peut-être le bon moment pour que Guardiola puisse partir la tête haute, parce que, oui, il y a l'allure où vont les choses. Je ne crois pas que c'est le mieux, c'est de continuer toujours. Parce que entre-temps également, il ne faut pas oublier qu'il y a... lui avec certains joueurs, c'est surtout pas la vraie complicité encore. Lesquels ? De Bruyne, par exemple, avec Guardiola, ils ne sont pas les meilleurs amis au monde. On a vu des signaux de leur part, pas de clash en tant que tel, mais qui montrent que c'est vraiment plus ça. Donc je pense que Guardiola a beaucoup donné à City et je pense que c'est le bon moment de partir. Maintenant, après, le monsieur dans son orgueil, à voir l'allure que prend cette saison, peut-être qu'il n'a pas également envie de finir sur une mauvaise marque. On l'a vu avec Klopp. On se disait la saison d'avant qu'il ne parte, qu'il va partir. Maintenant, il est resté et la saison qui a suivi, il a remis le club sur un bon pied. Et maintenant, il est parti. Sauf qu'ils n'ont pas gagné le championnat avec Sauf qu'ils n'ont pas gagné, mais bon. En partant, bien sûr, puisqu'ils avaient déjà gagné en 2019. Mais ils ont retrouvé quand même la Ligue des Champions. Oui. Ils ont bien performé. Et donc, tout ça, je me dis que peut-être c'est l'idée de Guardiola. Mais Guardiola, encore à City, sincèrement, ça ne fait plus rêver. Est-ce que c'est un confort de trop pour Guardiola, ou bien vous voyez un autre défi sur les 2 années de prolongation? Confort de trop, je ne pense pas. Même si l'entraîneur a montré tellement de très belles choses.
On sait que Manchester City ne pourra jamais limoger. Bon, si on veut prendre le verbe au sens propre, ne pourra jamais renvoyer Pep Guardiola par rapport à tout ce que le technicien espagnol a apporté à ce club-là. Maintenant, prolonger de 2 ans, moi, je ne vois pas le mal dans ça. Parce que c'est un entraîneur qui a toujours envie de relever les défis. On sait que ce début de saison, Manchester City ne fait pas forcément parler par rapport à tout ce qu'on sait avec ce club-là. Prolonger Pep Guardiola, je crois que c'est de le permettre d'abord d'avoir la tête calme et de toujours continuer à faire ce qu'il fait depuis 2016 à la tête de cette formation-là. 18 titres, c'est ce que Pep Guardiola a remporté avec City depuis 2016 et je crois que pour moi c'est naturellement que Manchester City a essayé de prolonger Pep Guardiola. Pourquoi pas le dernier bail avant de chercher à trouver un autre entraîneur, parce qu'aussi il y a eu ce vent-là que peut-être Pep Guardiola serait dans les viseurs de la Seleção. Je parle le Brésil, oui, même l'Angleterre était interdite. Sauf que c'est loin que Ronaldo devienne président de la fédération au Brésil. Hein. Bon. C'est pour cela on attend de voir. C'est pour cela que j'ai parlé de vent. Mais ce qui est sûr, son contrat finit en 2027. Le 2026 serait déjà passé. 2020, jusqu'en 2026 ou 2027, je pense que ce que cet entraîneur a eu à apporter à Manchester City, il le mérite amplement. Maintenant, si les résultats ne suivent pas dans les années à venir, ou bien dans les mois à venir, je pense que les deux parties, ils sont aussi très éclairés pour chercher peut-être à se séparer. Il est vrai qu'au niveau de City, on a une certaine stabilité, certes sur le banc, mais également de gros moyens mis à la disposition de Pep Guardiola pour faire les résultats qu'il a tout simplement gagnés avec les Sky Blues. On parle du match justement du week-end, le samedi. City accueille Tottenham. Comment voyez-vous cette confrontation? En tout cas, c'est une affiche qui met aux prises deux équipes qui doivent rebondir, parce qu'on parle de deux équipes qui ont perdu avant la trêve. On parle de City qui avait perdu 2-1 face à chez Brighton, et également de Tottenham qui avait perdu face à Ipswich Town. Et donc, ça veut dire que ces deux sélections, deux clubs plutôt, qui ont envie de revenir en tout cas dans la course. Et voilà, City également qui se retrouve aujourd'hui derrière Liverpool avec 5 points et a également besoin de combler ce trou. Et au-delà de tout, ils viennent d'enchaîner 4 défaites d'affilée. 4 défaites, dont 2 en championnat. Toute compétition c'est rare, hein? C'est rare. C'est très rare. De les voir. Et maintenant, bon, le bémol, c'est que cette fois-ci, ils vont évoluer à domicile parce que ces 4 défaites, c'est à l'extérieur. Donc peut-être que le fait de revenir à domicile, d'accueillir Tottenham à domicile, maintenant peut changer le cours des choses. Également, Tottenham, qui est toujours sur cette inconstance depuis le début de saison. Vous êtes quand même surpris, non, de la place des Spurs, 10e au classement. 10e, c'est surprenant. Et Postecoglou est à sa 2e saison. À sa 2e saison, on a vu ce qui surtout l'a fait la saison dernière. Donc il avait été élu à 3 fois, je ne sais pas, manager du mois. Et donc derrière, on sait désormais comment il joue. C'est aussi ça le challenge quand vous êtes à la tête d'un grand club. Et c'est en cela il faut saluer par exemple les Guardiola, les clubs, parce qu'ils ont le même style, mais les adversaires n'arrivent toujours pas. Mais on a vu qu'avec Postecoglou, c'est dur cette saison. Ils n'ont que 5 victoires. Ils ont perdu 5 fois. Exactement. Et ils ont fait un match nul. C'est trop quand on s'appelle Tottenham. Je pense que c'est pas bien. Il va falloir rebondir. En tout cas, c'est une rencontre. Quand on voit l'enjeu, la posture des deux clubs, ça doit être une rencontre vraiment intéressante. Mais les réalités du terrain également demeurent autre chose. Un match à bien négocier avant justement la fenêtre de Ligue des Champions qui arrive mardi et mercredi. On rappelle que du côté de Tottenham, on a des joueurs comme Hugminson, Richarlison ou quoi encore, Betancourt par exemple. Même si Richarlison aussi devient une déception. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai également. Du côté de City, Haaland, et tout ce qui travaille autour de lui. Vous voyez un match spectaculaire ou non? Bon, ça doit être un match spectaculaire. Si on prend la qualité de chaque joueur du côté de City. Rappelez également que les deux clubs ont tellement d'internationaux. Hein. Ouais. Justement. C'est là où le bas blesse. Hein. Voilà. Énormément. Maintenant, dans quelle forme ces joueurs-là vont revenir en sélection? Oui, la question demeure à ce niveau. En club, c'est la question. Oui. Vous prenez Tottenham, ça n'a jamais été un club qui joue la défense, c'est-à-dire jouer
comme une équipe de Diego Simeone. Bloc bas, fermer le jeu, donner des coups ici et là. Oui. Tottenham a toujours été ce club-là qui a la preuve, ils ont déjà marqué 23 buts. Hein. Ils ont déjà marqué 23 en championnat, buts. Un de plus que City. Malheureusement, ils en ont déjà pris 10. 13. 13, exactement. Oui, 13 en tout. En championnat, oui. En 11 journées, vous avez pris 13 buts, ce qui veut dire que pratiquement à chaque match, vous prenez un but. Et si devant une attaque comme celle de Manchester City... Similitude avec City qui a déjà pris 13 buts également cette City, année. On sait que ça a toujours été le cas avec ce club-là. Le plus important, c'est de marquer un but de plus que son adversaire. Oui. Devant une attaque amenée par Erling Haaland, à ses côtés, vous avez des joueurs comme Grealish, vous avez des joueurs comme Matteo Nunes, Savinho. Ce ne sont pas forcément des joueurs qui marquent énormément des buts en ce début de saison, mais de l'autre côté, vous avez un milieu de terrain qui est aussi capable de marquer des buts. Que ce soit Pape Matar Sarr, le Sénégalais, ou encore le Malien, Yves Bissouma. Ils peuvent frapper de loin. Et quand on sait que City, c'est une défense qui n'est pas forcément concentrée dans chaque match, je crois que ça peut, la solution peut venir de là, du côté de Tottenham. Mais attention, Erling Haaland, c'est quelqu'un qui sait marquer des buts, peu importe là où il se trouve. Le rendez-vous, c'est samedi 17h30 exactement. Kevin De Bruyne qui est toujours à l'infirmerie. On rappelle que samedi, on aura d'autres matchs comme Leicester, Chelsea, Arsenal accueille Nottingham Forest. Aston Villa sera l'hôte de Crystal Palace. Un intéressant Bournemouth, Brighton, oui, ça c'est un match anglais. Et puis dimanche, on aura Southampton-Liverpool, le club de Arne Slot attendu justement chez les Saints. Est-ce que ce sera peut-être la deuxième défaite ou soit encore une victoire de plus pour les Reds? On attend de voir en attendant d'accueillir le Real Madrid en Ligue des Champions. Et puis un intéressant Ipswich Town face à Manchester United. Pourquoi on s'intéresse à ce match? C'est le début de Ruben Amorim sur le banc de Manchester United. Vous allez suivre ce match? Oui, mais on va le suivre, on va suivre le début d'Amorim. Mais sauf que on connaît déjà comment ça va être, quoi. Toujours à Manchester, quand vous avez un nouvel entraîneur qui est là, vous avez des joueurs qui se donnent, qui montent tout. On l'a vu avec Solskjaer, on l'a vu avec Ten Hag, Mourinho, même tout ça. Avec Ten Hag. Non, le dernier, le néerlandais, Ron van Nistelrooy, l'intérimaire. Justement, Nistelrooy, on a vu tout ce qu'ils ont fait. Et donc, voilà, c'est toujours ça, Manchester. Maintenant, c'est sur la durée que ça va encore poser problème. On en parlait en off et il a parlé de la cellule de recrutement aujourd'hui de ce club. Vraiment, quand vous voyez les recrutements qu'a fait Manchester sur les 10 dernières années, c'est tellement pauvre. Mais le drame, c'est qu'il dépense énormément sur ses joueurs. Dans quel monde on peut acheter Anthony à 90 millions? Mais c'est un joueur intéressant, même Anthony. Les Galactiques de ce... Anthony, c'est un international brésilien. Oui, mais combien de matchs il joue au Brésil? C'est là la question. Jordan Amavi également est international français. Donc, à un moment donné, il dépense énormément, mais pas sur de bons joueurs. De joueurs de qualité qui sont jeunes, certes. Mais le problème, c'est qu'au même moment, tu te demandes que, par exemple, si on donnait ces mêmes joueurs à un coach comme Guardiola, par exemple, il ne va pas transformer ces joueurs parce que quand vous voyez également City, on dit les meilleurs à leur poste, ils ne sont pas venus à City en étant meilleurs à leur poste. C'est quelqu'un qui les a transformés, par exemple, comme Guardiola. Klopp, on se souvient, quand il a amené les Robertson, tout ça, à Liverpool, il n'y avait pas les Mané, c'était pas des stars. Mais à l'arrivée, on a vu qu'il a su transformer ses talents. Ils sont devenus tous les meilleurs à leur poste. C'est ce que vous attendez à United. Justement, donc peut-être qu'on n'a toujours pas eu ce coach qui est capable de faire ça. Peut-être qui c'est lui. Et également, l'organisation également, quand vous voyez l'organigramme aujourd'hui, de la tête jusqu'au... J'ai envie de dire que c'est un peu pourri. On se souvient des témoignages de Ibrahimovic qui se disait qu'il était étonné de revenir à Manchester, que le gros binet ou quelque chose comme ça. Il n'a toujours pas été changé depuis des années. Même extra sportivement, il n'y a toujours pas de révolution dans ce club. Et ça également, c'est problématique. On rappelle que Ruben Amorim arrive en quittant bien sûr le Sporting. Et puis justement, on le surnomme José Mourinho 2.0. Surtout qu'il a gagné City avant d'arriver en Ligue des Champions. Rendez-vous le 15 décembre.
Entre les deux. Entre les deux. Amorim et puis Pep Guardiola. Ah oui. Mais bon, un mot justement sur ce début. Pour ce qu'il a montré du côté du Sporting, on sait que c'est un entraîneur, c'est quelqu'un qui est capable déjà 2 titres de champion. Oui, déjà 2 titres de champion avec le Sporting Portugal. C'est quelqu'un qui est capable de faire évoluer des joueurs. C'est ce que moi j'ai envie de voir avec des joueurs comme... C'est vrai que Rashford, par exemple, c'est déjà un joueur confirmé, mais est-ce qu'il aura à frapper, à secouer l'orgueil de ces joueurs-là? Parce qu'on a quand même de la qualité. On a de la qualité dans cet effectif-là. Maintenant, c'est cet entraîneur-là qui va trouver cette bonne alchimie entre ces joueurs et permettre à Manchester United de revenir au moins sur le devant de la scène, parce que... Vous vous rappelez la dernière fois qu'ils ont remporté la Première Ligue? En 2013. Ah oui, mais voilà. Avec Robin Van Persie. Ça fait déjà des lustres. Exceptionnel. Oui, il a fallu qu'on ramène un Paul Scholes à l'époque pour revenir jouer quelques matchs pour Manchester United. Le problème avait déjà même commencé à ce niveau. Oui, le problème avait déjà commencé à ce niveau. Si vous prenez le milieu de terrain, c'est vrai, Casemiro, Bruno Fernandes, des joueurs comme Kobe Mainoo, ce sont quand même de très bons joueurs. Maintenant, on verra... des joueurs de pressing également. En fait. Oui, on verra réellement ce que Amorim va pouvoir apporter à Manchester United, parce qu'après 11 journées, c'est 12 points et c'est très familier. Ils sont un de plus que le nombre de journées. Ils sont actuels 13e en championnat avec 15 unités à leur compteur. Rendez-vous bien sûr lundi pour décrypter la première de Ruben Amorim sur le banc de Manchester United. On évolue désormais. On va filer du côté de... Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Nous sommes en Allemagne et en inaugural ce vendredi pour le 11e épisode. On aura Bayern Munich, Augsbourg. L'information à ce niveau-là, côté bavarois, d'Elanov, c'est qu'on nous parle de l'incertitude de voir Manuel Neuer sur le banc. Doit-on s'inquiéter, on se dit, ou on doit tout de suite chercher un remplaçant pour Neuer pour le reste de la saison? Je crois que le Bayern de Munich a déjà fait cela. Quand Manuel Neuer était blessé, ils sont partis chercher Yann Sommer. Et pour voir Manuel Neuer, moi je pense que Manuel Neuer, il est en train de... Pourquoi pas ne pas annoncer sa fin? C'est la question que je me suis posée la dernière fois quand j'ai eu l'information. Pourquoi pas ne pas annoncer sa fin? Parce que c'est quelqu'un qui a été à son prime. Il a été au summum depuis 2009-2010 quand il a commencé, surtout avec l'équipe nationale, toujours titulaire, que ce soit en équipe nationale ou encore au Bayern Munich. Aujourd'hui, il est en train de payer tout simplement les prix de tout ce qu'il a pu donner, avec la pression qu'ils subissent, ces joueurs-là, qu'ils subissent tout le temps. C'est un gardien qui n'aime pas perdre. Hein. C'est un gardien qui n'aime pas perdre. Même si son équipe gagne 7-0, vous allez voir ce gardien-là aller vous sortir l'arrêt du match. Exact. Donc c'est quelqu'un qui a su donner tout au long de sa carrière, et je pense que le physique est en train de le laisser, comme je l'ai dit, pourquoi pas ne pas essayer de voir un peu jusqu'à la fin de la saison, dans la mesure du possible. Il a déjà annoncé sa fin de carrière en équipe nationale. Pourquoi pas ne pas le faire aussi en club, parce que c'est un gardien de 39 ans. Oui, attention, l'âge, il est déjà avancé. Maintenant, pour le Bayern Munich, je crois que ils vont tout simplement faire le reste de ce mois-là. Il doit faire au moins 4 ou 6 matchs pour la fin de l'année et attendre janvier pour aller chercher un gardien pour seconder Ulreich. Est-ce que le Bayern est-il en danger? Parce que pour la prochaine semaine, on aura 3 matchs en 7 jours. Là, le Bayern doit se faire des soucis. Le Bayern doit se faire des soucis, et notamment à ce poste de gardien. Il va falloir aujourd'hui aller chercher un bon gardien. Entre-temps, il parlait du jeune gardien de Cologne, dont j'oublie un peu le nom, que c'est lui qui serait le potentiel successeur. Aujourd'hui, au Bayern, il y a ce problème. Même Neuer, ce n'est pas le mur qu'on a connu. Cette fois-ci, Neuer ne fait plus les arrêts qui faisaient de lui l'extraordinaire Neuer. Exact. Il est devenu un peu ordinaire dans les buts et beaucoup de blessures également. Ulreich, dont on parle comme son lui aussi n'arrive second, pas à convaincre. depuis un certain moment. Aujourd'hui, lui aussi, c'est 36-37 ans. Et même
Et même Noubel. Noubel également, qui était parti un temps du côté de Monaco pour se faire y revenir. Lui aussi, c'est toujours pas ça. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il va falloir également aller chercher un bon gardien aujourd'hui. On sait que c'est toujours en Allemagne, c'est le petit de Cologne qu'on veut prendre, mais il va falloir qu'on accélère un peu plus les choses parce que là, ça devient sérieux. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, Neuer, ça reste quand même le meilleur parmi ceux qui sont là aujourd'hui. Mais à un moment donné, si on veut être dans la durée, il faut anticiper. Anticiper, surtout quand vous avez une défense aujourd'hui qui ne rassure pas, composée d'Upamecano, Kim Min-jae, qui ne rassure surtout pas. Il va falloir quand même avoir derrière un bon gardien pour sauver les meubles. Et donc, pour l'instant, il va falloir que le Bayern anticipe très. C'est bien de ramasser tous les talents offensifs et de les rassembler. Mais derrière également, il faut penser au derrière également. Et là, pour l'instant, ça ne le fait pas. Sincèrement, moi, je ne sais pas pourquoi ils avaient la sympathie Johan Sommer, par exemple. Et voilà, bon, qui est du côté de l'Inter, non? L'Inter, il a fait de très belles choses avec l'Inter et il a été champion avec l'Inter. Et donc voilà, on attend de voir. On attend de voir. Et samedi, on aura d'autres matchs intéressants. On a par exemple Offenheim-Leipzig. Dortmund accueille Fribourg. Heidenheim sera sur la pelouse de Bayer Leverkusen. Leverkusen qui est actuel 4e du championnat. Et puis, on parle également de Francfort face à Brême. Dimanche, Holstein Kiel accueille Mayence et puis le Borussia Mönchengladbach sera l'hôte du FC San Paoli. On rappelle que Ciro Guirassy est de retour justement au sein de sa formation de Dortmund, lui qui a été frustré la dernière fois en voyant sa sélection, le Sili, éliminé par Tanzanie. On espère que ça ne va pas s'aborder la suite de sa saison. Bon, on attend justement parce qu'il est aussi attendu pour les CAF Awards. Avec Ademola Lookman, on attend de voir si Ciro Guirassy pourra récupérer ce trophée-là et succéder à Victor Osimhen, ou bien ce sera peut-être le Nigérian ou bien un autre vainqueur. Fertig für das Bundesliga, on parle d'une autre langue désormais. Aquí está la Liga Española. Nous parlons de la Liga avec la 14e levée. Déjà vendredi, Retafe du capitaine Djenda Konam sera à la maison face à la Real Valladolid. Samedi, des matchs intéressants. On va d'abord parler de cette rencontre entre le Celta Vigo et le FC Barcelone. Oui, ce match-là, parce que le FC Barcelone est également inquiet, parce que pour Lamine Yamal, ce n'est pas encore bon. Il ne pourra pas jouer ce match-là contre le Celta Vigo en championnat. Et puis, il sera également absent en Ligue des Champions. C'est un coup dur pour les Catalans. Oui, c'est un coup dur pour les Catalans, surtout avec Hansi Flick. On sait que la dernière fois que Lamine Yamal n'était pas sur le c'était une défaite. C'était une défaite. Yamal, c'est quand même quoi 6 buts et 8 passes décisives depuis le début de la compétition. Depuis le début de cette saison. De cette saison, voilà. On sait que même parfois quand il ne délivre pas de passes décisives, c'est un joueur qui impacte. C'est un joueur qui est impactant. Qui influe, voilà. On a vu en début de saison une équipe ou bien un groupe qui allait très bien, même quand il fallait mettre Yamal sur le banc et il y avait des joueurs qui prenaient très bien la relève, mais la dernière fois on a senti l'absence de Lamine Yamal dans le jeu, surtout que devant Rafinha n'avait pas cette possibilité là de pouvoir impacter comme il le faisait en début de saison. On a vu un Robert Lewandowski qui était un peu orphelin des passes de Lamine Yamal. Maintenant sur cette rencontre là face au Celta Vigo, je crois que le Celta, ce n'est pas non plus une meilleure saison par rapport à ce qu'ils font depuis. Mais ça reste un adversaire à prendre au sérieux. Oui, ça reste quand même un adversaire à prendre au sérieux. On a vu les saisons passées, le Celta qui a damé le pion, que ce soit au Barça ou encore au Real Madrid. Mais je crois que... Ce Celta-là n'existe plus. Oui, c'est vrai que ce Celta n'existe plus, surtout que Iago Aspas n'est plus forcément ce joueur-là. On a un joueur comme Mingueza qui est là, les Denis Suarez entre-temps qui sont passés par là. Mais le Barça a quand même l'étoffe nécessaire pour pouvoir... reprendre sa marche vers l'avant, surtout qu'avant la trêve, c'était une défaite. Exactement. Il faut que Hansi Flick puis tous ces joueurs-là trouvent la bonne alchimie pour aller chercher une victoire face au Celta Vigo. Hansi Flick doit trouver justement la formule sans Yamal
pour gagner face au Celta et mieux se préparer pour la Ligue des Champions. Oui, et mieux se préparer. Je pense que oui, la dernière défaite, c'est sans Yamal, mais il n'y avait pas également de joueurs importants au milieu de terrain, mais cette fois-ci, ils seront là. Et donc, je pense que ça peut être plus facile pour cette formation barcelonaise face au Celta. Oui, Celta, elle vient de le rappeler dans le passé, c'est l'un des clubs sur lesquels tu comptais pour ralentir soit le Barça quand tu es madrilène, ou soit le Real quand tu es barcelonais. Mais depuis un certain moment, on voit que c'est un club qui ne vit plus bien et tout ça. Et donc, je pense que face au Celta, ils vont quand même trouver la formule pour le faire face au Celta avec les Olmo et tout ce qu'on peut avoir quand même en milieu de terrain. Je pense que ça peut passer. On espère également retrouver, pourquoi pas, Robert Lewandowski. Certes, après la Ligue des Nations, quelques petits soucis, pépins physiques. Une blessure très, très réglementaire. N'est-ce pas? Blessure diplomatique. Merci beaucoup. Voilà. On rappelle que Valence joue le Betis ce samedi. L'Atlético de Madrid sera à la maison face à Alaves dimanche. On aura Osasuna, Pampelune, Villarreal. Le FC Séville accueille le Rayo Vallecano. Les Ganes jouent contre le Real Madrid. On en parle, messieurs. Cette équipe du Real Madrid avec Kylian Mbappé, ça fait déjà 3 mois qu'il est arrivé. On a mis, en tout cas les observateurs, mais tellement d'attentes autour du joueur. Aujourd'hui, sans langue de bois, vous êtes satisfait de ces 3 mois de Kylian au Real Madrid? Très déçu. Même on pose la question à un Elom, un autre Elom secoue la tête. Allez-y, Elom Dayo. Ça prouve qu'on est vraiment des homonymes. Donc voilà. Très, très déçu de la saison de Kylian, même depuis la saison passée, la dernière saison Paris Saint-Germain, tout ça, très déçu du déclin sportif de ce joueur auquel on est en train d'assister depuis un certain moment. À son arrivée, on a vu ce but qu'il a planté, on se disait que bon, ça va lui aider, mais on voit que par après, ça ne marche toujours pas avec ces histoires de positionnement sur le terrain, rester à gauche, rester dans l'as, rester ou pas, aller sur le banc, tout ça. On voit qu'également avec ces problèmes extra-sportifs dans lesquels lui-même il s'est plongé, on voit qu'aujourd'hui, la saison de Kylian Mbappé n'est pas du tout satisfaisant. Et déjà, la presse madrilène qui craint un éventuel Eden Hazard encore dans le vestiaire, parce que là, lui, il n'est souvent pas blessé, mais en termes de prestations, ce n'est pas non plus ça. Et moi, je le dis, je le martèle toujours que ce n'est pas forcément un problème de positionnement, mais c'est que le joueur, même sportivement, est en déclin tout simplement. On rappelle que oui, le Real Madrid a fait appel à un préparateur mental pour être aux côtés de Kylian Mbappé. Et la dernière fois qu'il a marqué, ça remonte au 19 octobre, hein, ça fait longtemps. Oui, un mot justement sur cette situation de Kiki. Pour vous, oui, vit-il une autre pression différente de ce qu'il avait connu au Paris Saint-Germain? Je crois que Franck l'a dit la dernière fois quand on parlait de Kylian Mbappé. Kylian n'a fait que Monaco et puis le Paris Saint-Germain. Et après, on parle quand même du Real Madrid où quand après un match, vous ne marquez pas, on se pose des questions. Depuis que Kylian Mbappé est arrivé du côté du Real Madrid, c'est vrai que l'attente était énorme par rapport à ce que le joueur fait, par exemple, ou bien a fait, par exemple, du côté du Monaco, par rapport à ce qu'il a fait du côté du PSG. Mais sportivement, comme Elom l'a dit, on craint quand même le déclin sportif de Kylian Mbappé. Parce que déjà, la saison écoulée, c'est vrai qu'il a terminé meilleur buteur du côté de la Ligue 1, mais sportivement, on sent un joueur qui est quand même éreinté, on sent un joueur qui est quand même touché. De la balle dans les ce n'est pas vraiment ça, et on attend vraiment, comme de la manière dont lui-même il a toujours dit. On sait qu'on est dans un domaine, on sait qu'on est dans un monde où il n'y a pas de sentiments. On attend de voir si réellement il va revenir avec, même si il faut voir l'apport du psychologue. D'accord. Le Real sera en déplacement à Leganés, tout simplement. On va filer désormais dans un autre championnat. Benvenuto Calcio Italia. Nous parlons justement du championnat italien. D'abord, on va s'intéresser à l'actu. C'est bien sûr Patrick Vieira qui arrive sur le banc du Genoa et qui retrouve un ancien collaborateur. Actuel 17e de la Serie A, on sent que la Genoa... Le chien qui retrouve le chat. Qui est le chien? Qui est le chat? Bon, c'est un même de Genoa est dans le dur et ils sont allés chercher
Patrick Vieira qui aujourd'hui prend la place de Gilardino. On a vu Genoa la saison passée, c'était une équipe qui allait très bien, qui jouait bien. C'est vrai que le club n'est pas qualifié pour l'Europe, mais on sentait une équipe qui est assez solide, défensivement que ce soit offensivement, mais malheureusement, à ce début de saison, les choses n'allaient pas comme on l'aurait voulu et on a dû limoger Alberto Gilardino pour faire venir Patrice Vieira, l'ancien de Nice, qui retrouve un ancien niçois, mais qui lui est italien, c'est quand même Mario Balotelli. Maintenant, on verra si ce duo-là, même si par le passé, on sait très bien que ce duo n'a pas forcément marché ou bien fait l'affaire du côté de l'OGC Nice, maintenant du côté de Genoa. On verra si ce duo va pouvoir porter Genoa au moins pour se relever de ses déboires en ce début de saison. De l'espoir pour le Genoa? Moi, je pense qu'ils ont été trop sévères d'ailleurs avec Gilardino, qu'ils ont renvoyé parce que après en 12 journées, le Genoa a déjà joué les 7 des 8 meilleurs clubs de la saison dernière. Donc ça veut dire qu'ils n'ont quand même pas croisé des arcs. Ils vont jouer les 2 Milan, les 2 Roma, l'Atlanta. Ce sont quand même pas des adversaires en tant que faciles comme ça. Ce sont les orques. Et donc si ils ont choisi de venir en Serie A. Ouais, mais ils ont choisi de venir en Serie A. Donc si c'est face à ces clubs où ils n'ont pas été aussi ridicules et c'est à l'issue des rencontres face à ces clubs qu'on renvoie un coach, moi je pense qu'ils ont été trop sévères. Surtout que la pression qu'ils prennent, moi jusqu'ici Vieira en tout cas, jusqu'à preuve de contraire, c'est un échec en termes de coaching. Moi, Crystal Palace, Strasbourg, Nice, bon. On verra bien. Le calendrier du week-end. Parlons du calendrier de la 13e journée. Ça démarre demain samedi à 14h avec le match Hellas Vérone qui va recevoir l'Inter Milan, actuel 4e. Un bon match à suivre à 17h, demain à 17h entre le Milan et puis la Juventus de Turin, soit l'explication entre le 7e et puis le 6e au classement. À 19h45, Parme reçoit l'Atalanta Bergame d'Ademola Lookman, possible vainqueur du Ballon d'Or. Dimanche, on parlait de cette rencontre entre Genoa et puis Cagliari, ce sera dimanche à 14h30. À 11h30, pardon, à 14h, 2 rencontres sont au programme. Como joue la Fiorentina, Torino reçoit l'AC Monza. À 17h, le Napoli joue l'AS Rome. Et puis à 19h45, la Lazio Rome reçoit Bologne pour une affiche aussi intéressante. Lundi à 17h30, Empoli joue l'Udinese. Et puis à 19h45, le Venezia reçoit Lecce. Grazie mille. Dès là, on file vers le dernier majeur. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous parlons de la Ligue 1, le 12e acte, avec déjà vendredi 2 matchs. Monaco et Brest se rencontrent. Le Paris Saint-Germain à domicile joue contre Toulouse. Samedi, on aura Lens-Marseille. En attendant, bien sûr, pourquoi pas, la flamboyance de Rabiot qui a été auteur d'un doublé avec l'équipe de France. Saint-Etienne joue contre Montpellier. Lyon se rend à Reims. Dimanche, Lille accueille Rennes pour la première de certains. Sampaoli, voilà, sur le banc rennais. Nantes, Le Havre et Nice, Strasbourg également. Messieurs, on a terminé justement avec le calendrier. On va remonter rapidement le générique du débat. On en parle pour 2-3 minutes et on va clôturer. On y va. Plateau Foot Europe sur Sport FM. La tribune où les spécialistes disent tout haut ce que le public pense tout bas. La thématique qui nous intéresse, c'est bien sûr la ribambelle, la kyrielle de limogeage des entraîneurs. À Montpellier, par exemple, on a vu Der Zakarian remplacé par Jean-Louis Gasset, Ranieri qui prend la place de De Rossi, Amorim qui vient prendre justement la succession d'Eric Ten Hag et Patrick Vieira qui est nommé entraîneur en remplacement de Gilardino. Tout ça en pleine saison. Comment vous comprenez ça, mon cher Elom Nayo? Bon, ça dépend de la situation dans chaque club. Vous avez, par exemple, dans des clubs où l'entraîneur n'est forcément plus en odeur de sainteté avec son groupe, avec son effectif. Et si c'est comme ça, ça ne peut jamais marcher. Et donc, le mieux, c'est de le renvoyer. Mais comme on vient de le voir, le cas avec Genoa aussi, des fois, ce sont le bord du club qui est tellement exigeant, qui veut des trucs très rapidement. Et ça fait que on limoge les entraîneurs, on l'a vu avec Marseille la saison passée et tout ça. Des fois également, c'est les joueurs qui sont responsables. Par exemple, on se souvient quand Gattuso était parti de Marseille,
on a vu des joueurs qui se sont dit que nous sommes responsables de son limogeage. Et donc, dans les rencontres qui ont suivi, ils se sont donnés. On a vu comment Marseille a terminé la saison, sauf que lui, il est déjà parti. Et donc, c'est beaucoup de choses. Ça dépend de la façon dont on le voit. Mais quoi qu'on dise, ce n'est toujours pas bien de limoger un entraîneur en cours de saison parce que ça perturbe un peu tout ce qu'on... Parce que quand un entraîneur prend un club, ça veut dire qu'il a eu le temps de travail. Il a une vision. Il a une vision, il a eu des informations sur des joueurs, il connaît leurs caractéristiques, comment fonctionner avec ces joueurs. Et tout de suite, quand vous leur envoyez celui qui vient, lui n'a forcément pas le temps de faire tout cela. Et donc, ça complique un peu la tâche pour celui-là. Et donc, voilà. Et on voit souvent que quand ça intervient, les matchs qui suivent, comme on l'a dit pour Manchester, les joueurs vont se donner, mais sur la durée, c'est compliqué. 80%, ça ne marche toujours pas. Et donc, voilà. Il y a également des paramètres, Nayo en parlait tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Vous prenez un entraîneur en cours de saison, celui que vous renvoyez, c'est des dommages que vous lui payez. Beaucoup d'argent. Pourtant, il était arrivé pour 3 ans. Après 6 mois, vous le limogez. Apparemment, les présidents sont prêts également à casser la tirelire, à payer justement. Bonjour à José Mourinho, qui sait très bien négocier ses contrats. Et à chaque limogeage, on sait que c'est les comptes en banque qui sont toujours remplis. Mais on sait réellement que pour chaque projet, on veut avoir des résultats. Et quand vous n'avez pas les résultats, si vous avez quelqu'un qui est à la tête de ce projet-là et que vous ne retrouvez pas forcément ce que vous devez ou bien ce que vous voulez avoir, il faut prendre des décisions. C'est ce que les boards font parfois. Parfois, ils sont aussi obligés de renvoyer un entraîneur et après de pouvoir payer derrière. Mais le plus important, c'est la suite. Pour certains, ça marche. Pour certains, ça ne marche pas. Pour moi, c'est un risque qu'il faut prendre. Déjà, vous misez sur un entraîneur pour 2-3 saisons. Et après, quand ça ne marche pas, comme je le dis, il faut toujours prendre des décisions. Et après, toujours miser sur des entraîneurs. Le plus important, comme je le dis souvent, c'est d'avoir des résultats. Si vous avez des résultats, vous continuez avec ces coachs-là. C'est comme Pep Guardiola, avec Manchester City. Oui. Ils ont des résultats. Ils l'ont prolongé. À Chelsea, ça marche toujours. Hein. Ils ont remporté 2 Ligues des Champions. Avec des coachs remplacés en cours de saison. Donc, voilà. On se rappelle de Roberto Di Matteo et Thomas Tuchel. Si vous pourrez toujours avoir des coups comme ça. Bon, il faut aller souvent se rapprocher de Chelsea pour avoir la recette. Surtout que la saison qui suit, ils sont aussi souvent renvoyés. Oui, c'est aussi ça. Un métier précaire, le métier d'entraîneur. En tout cas, beaucoup de courage à vous. C'est pas évident. Messieurs, place un mot pour. Surtout un sélectionné dans une nation de l'Afrique de l'Ouest. On a réglé l'horloge autrement aujourd'hui, mais c'est allé tellement vite. Beaucoup de courage à tout le monde et très bon week-end. Et l'homme Nayo. Et un bel week-end à tout le monde. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir pu avoir justement le temps de placer vos analyses bien aiguisées. Merci à Elom Adovon. Merci également à Sa Majesté Pédagie Mekoum. On se retrouve très très vite pour d'autres actualités du foot européen sur la radio qui mouille le maillot. Ciao, ciao.